Vous êtes lycéen, étudiant ou amateur et vous avez quelques difficultés pour reconnaître un minéral commun d'une roche au microscope, eh bien vous êtes au bon endroit, bienvenue. Pour cela, nous allons faire un petit jeu où Jeff le chimiste, totalement néophyte, va devoir découvrir 10 critères de détermination d'un minéral en lumière polarisée non analysée, LPNA, et analysée, LPA. Nous poursuivrons par une application, c'est-à-dire la détermination d'un minéral courant à partir de ces critères. Puis nous terminerons par de petits conseils. Merci à vous de soutenir la chaîne par un pouce ou en faisant un don sur Tipeee. Lien en description. C'est Yves, prof de SVT, installez-vous confortablement. Un grand merci à nos deux partenaires qui m'ont envoyé de nombreuses lames me permettant de compléter ma petite collection personnelle. L'entreprise Sordalab, fournisseur en matériel pédagogique auprès des collèges et lycées en physique-chimie et SVT. Le laboratoire Nubla, fournisseur historique des préparations microscopiques pour la SVT, mais pas que. Pour ce petit jeu, j'ai choisi un granit à demi-K possédant 5 minéraux différents. La lame de ce granit sera observée d'abord en LPNA, puis en LPA, à chaque fois en image fixe, puis en faisant tourner la platine. Ces deux observations successives sont aussi importantes l'une que l'autre. Salut JF le chimiste, content de te revoir. Salut Yves, salut les géologiques, écoute, plaisir partagé. Merci de participer à ce petit jeu. Est-ce que tu as bien compris la consigne? Je pense avoir compris en bon néophyte que je suis. C'est parti, je partage mon écran. Le premier qui saute aux yeux, là, c'est la couleur. Il y a du blanc et des couleurs plus ou moins brunes, mais en tout cas, on distingue des zones d'écran de couleurs différentes. Ces différences de couleur entre les différents minéraux sont liées à la différence d'absorption de certaines longueurs d'onde de la lumière blanche. On distingue des minéraux opaques, noirs, absorbant la totalité de la lumière du polariseur. Ce sont les oxydes, exemple la magnétite, l'hématite, la chromatite. Des minéraux blancs n'absorbant pas la lumière du polariseur et que l'on qualifie d'incolores, exemple le quartz, les feldspaths. Attention, ne pas confondre avec des bulles de gaz qui apparaissent noires en LPA. Des minéraux colorés absorbant certaines longueurs d'onde. Ils peuvent être faiblement colorés, exemple grenat, glaucophane, pyroxène, ou fortement colorés, exemple la biotite. Sur quels critères on pourrait différencier les minéraux incolores? Donc il y a une zone blanche et puis une zone où on voit un peu de gris. Effectivement, tu as des minéraux qui sont limpides, ici, là. Ouais. Et puis là, tu as des minéraux qui sont aussi incolores, mais on dit qu'ils sont sales, qu'ils sont poussiéreux. Cet aspect limpide ou poussiéreux est lié à l'altération. Cela permet aisément de distinguer le quartz limpide, car inaltérable, des feldspaths translucides altérables par séritisation, qui conduit à l'apparition de fines paillettes de mica blanc et qui donne un aspect gris sali. La séritisation est fréquente, surtout chez les plagioclases. Ensuite, on va dire dans les formes qui apparaissent, il y en a qui ont l'air un peu sphériques quand même, et d'autres qui présentent plutôt des structures en lamelles. Les sections d'un minéral en lame mince présentent des formes qui constituent un critère de reconnaissance et qui donnent des indications au niveau d'une roche magmatique sur l'ordre de cristallisation et ou la vitesse de cristallisation des différents minéraux. On distingue au niveau des roches magmatiques des cristaux automorphes, c'est-à-dire se présentant avec ses propres formes cristallines, car il a cristallisé précocement dans un magma. Ces minéraux ont une section géométrique régulière, subotomorphes le plus souvent, dont les formes cristallines sont un peu moins développées, à section géométrique partiellement régulière. Xénomorphes, c'est-à-dire que leurs faces cristallines n'ont pu se développer, comme les quartz. Ils présentent une section irrégulière, souvent globuleuse, qui remplissent les espaces restants à la fin de la cristallisation du magma. Les minéraux auto- et subotomorphes peuvent se présenter sous une forme allongée, prismatique. On parle souvent de baguettes comme les micas, les amphiboles, les feldspaths.
Attention, une lame mince est en 2D et non en 3D. Exemple, les pyroxènes qui sont prismatiques, mais si la section est longitudinale, ils paraîtront allongés, alors que si la section est basale, ils seront trapus et vous avez tous les intermédiaires. Fibreuses en aiguille comme le glaucophane ou la silimanite, hexagonales comme le grenat, mais souvent subotomorphes car rétrométamorphisées ou altérées. Losangiques comme l'andalousite. Sur les limites d'un minéral, est-ce que tu vois que des minéraux ont des limites plus ou moins nettes? Sur la partie droite de l'écran, effectivement, entre guillemets, on voit des frontières qui apparaissent clairement. Les frontières sont claires. Dans ce que tu m'as montré au départ, la limite est quand même beaucoup moins nette. Eh bien, on parle pour les minéraux de relief. C'est-à-dire qu'il y a des minéraux qui ont des limites bien nettes. Exemple, ici, ce minéral-là a un relief que l'on qualifie de moyen. Il ressort bien sur la lame, alors qu'ici, ce minéral incolore, qui a une limite peu nette, eh ben on dit qu'il a un faible relief. Et puis tu en as d'autres ici, alors qu'on a un relief alors quasiment presque nul. Oui. Et ça renseigne sur le type de minéral. En bon néophyte, là, tu viens d'utiliser le terme de relief. Oui. En géographie, on voit bien ce que c'est qu'un relief. En géologie, ça renvoie à quoi ce terme? On parle de relief, mais relief entre guillemets. Petite lame de 30 micromètres de roche, eh bien, elle a une surface qui est totalement lisse. Et donc, c'est pas lié à des irrégularités de minéraux qui seraient plus résistants ou moins résistants. C'est lié, en fait, à un phénomène de diffraction de la lumière. Donc, c'est uniquement un phénomène optique, en fait. Exactement. Illustrons les différents reliefs. Autre critère. Dans les formes allongées, on a l'impression que certaines présentent des lames, des stratifications. On parle de stries. Effectivement, on voit des stries. On voit des stries là aussi, là, stries qu'on appelle des plans de clivage, c'est-à-dire des plans de faiblesse du minéral, selon sa structure cristalline. Ces plans sont figurés par de fines stries parallèles et rectilignes, régulières ou irrégulières. Attention à ne pas confondre avec des fractures ou craquelures plus épaisses, non parallèles, donc non rectilignes, qui sont un autre critère de détermination des minéraux. On en distingue deux types, les minéraux possédant une ou deux séries de plans de clivage. Par exemple, les micas ne présentent qu'une seule série de plans de clivage, c'est-à-dire dans une seule direction, alors que les pyroxènes et les amphiboles présentent deux séries de plans de clivage, c'est-à-dire dans deux directions différentes, formant des angles caractéristiques, à peu près 90 degrés pour les pyroxènes et environ 120 degrés pour les amphiboles. Attention, c'est une vue en 2D et non en 3D du minéral. Il va donc falloir chercher sur la lame des sections basales où l'on voit les deux séries de clivage avec l'angle caractéristique. Il faut être persévérant et balayer toute la lame. Il est possible de ne pas trouver de section basale. On se sert alors d'autres critères. Tu peux trouver un élément peut-être supplémentaire. Je vais démarrer la rotation. Quand tu fais tourner la lame, en fait, ce qu'on observe, c'est des différences à la fois de couleur et puis d'intensité aussi de lumière. Je suis pas surpris parce que c'est bien l'intérêt de la polarisation de la lumière, en fait, d'obtenir ces phénomènes de variation de lumière en fonction de l'orientation de la lame. Exactement. Ça porte un nom particulier, c'est ce qu'on appelle le pléochroïsme. Le pléochroïsme est la faculté que possède un cristal d'absorber en lumière polarisée des longueurs d'onde, des couleurs différentes selon l'angle d'éclairage. On parle d'anisotropie d'absorption des rayons lumineux. Sa couleur change lorsqu'on le fait tourner, passant du brun clair au brun foncé pour la biotite. Si la coloration maximum apparaît lorsque l'allongement du cristal est voisin de la direction du polariseur nord-sud, reconnaissable aux stries de la biotite, le pléochroïsme est dit normal. Si la coloration maximum apparaît lorsque l'allongement du cristal est proche de la perpendiculaire à la direction du polariseur, est-ouest, le pléochroïsme est dit inverse.
C'est le cas de la tourmaline qui est un minéral accessoire. Alors ce qu'on voit aussi dans ce minéral, on voit des inclusions. C'est vrai que c'est pas homogène. On en a là aussi, là, là. Et c'est du zircon. Et c'est sur ce zircon qu'on va faire les datations uranium-plomb. Alors qu'ici, sur les minéraux incolores, t'as pas d'inclusion là. En résumé, 7 critères en LPNA: couleur, forme, relief, plan de clivage, craquelure, fracture, pléochroïsme et inclusion. Tu reconnais le minéral coloré ici par les stries et Alors, un type de minéral incolore ici. ouais, ok. Ça paraissait blanc tout à l'heure et maintenant coloré. Quand on fait tourner, qu'est-ce que tu vois? Première chose qui apparaît, c'est des variations d'intensité lumineuse, avec cette fois-ci des extinctions. Il y a certaines parties de l'image là qui s'éteignent complètement, qui disparaissent, qui se retrouvent très lumineuses à d'autres, pour d'autres angles de rotation. Sur des minéraux qui étaient incolores tout à l'heure, ben maintenant on observe des variations d'intensité lumineuse. Alors ça rend peut-être plus net certaines frontières en fait. En fait, ce que tu as dit, c'est qu'on voit qu'il y a des teintes de polarisation quand on tourne. On appelle ça la biréfringence. La biréfringence d'un minéral s'observe en LPA par des teintes variées selon l'angle d'observation au cours de la rotation de la platine. Les teintes de biréfringence sont calibrées pour une lame de 30 micromètres d'épaisseur. Si le quartz est jaune en LPA, c'est que la lame n'a pas la bonne épaisseur. Tous les 90 degrés au cours de la rotation, un minéral biréfringent devient sombre, voire noir. On dit qu'il s'éteint. Les différentes teintes de biréfringence sont visibles sur l'échelle de Newton. On distingue plusieurs catégories de teintes appelées ordres, premier, deuxième, troisième ordre. Les teintes de premier ordre vont du gris foncé au blanc, comme pour le quartz ou les feldspaths. Les teintes de deuxième et troisième ordre correspondent à des teintes colorées, bleu, vert, jaune, orange, magenta, rouge. Les teintes de deuxième ordre sont très vives. C'est le cas de la muscovite et de la jadéite. Les teintes de troisième ordre sont pastels. C'est le cas de la calcite. Attention, un minéral peut présenter des teintes dans plusieurs ordres en fonction de l'angle de rotation de la platine. Ces teintes peuvent être atténuées par la couleur du minéral. C'est le cas de la biotite. Un minéral non biréfringent comme le grenat ne présente pas de teinte de biréfringence. Il reste noir tout au long de la rotation de la platine. On dit qu'il est isotrope. Un conseil, lorsque vous observez un minéral en LPA au cours de sa rotation, notez les différentes teintes de biréfringence, leurs ordres et la teinte maximum sur l'échelle de Newton. Et puis tu as parlé d'un deuxième critère, c'est l'extinction. Eh bien, tous les minéraux ne s'éteignent pas dans le même angle. En chimie, on parle du pouvoir rotatoire d'une substance. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec la géologie, j'imagine. L'angle d'extinction est mesuré entre une direction d'allongement du cristal, clivage ou arête, et la position d'extinction. Si l'angle est nul, l'extinction est dite droite. Sinon, elle est oblique. Remarque, lorsque la roche a été soumise à des contraintes tectoniques, le quartz présente un phénomène d'extinction roulante ou onduleuse. L'extinction n'est pas totale pour toute une même section d'un minéral, mais elle se propage suivant des zones floues au travers du minéral. Je vais te montrer maintenant le même granit, mais centré sur un autre minéral qui était incolore en LPNA. La présence de l'analyseur permet de séparer des zones striées Exactement. au cours de la rotation et donc on met bien en évidence à l'intérieur des stries peut-être des choses qui sont de nature différente. Oui. Alors, on avait vu en LPNA des stries au niveau de la biotite, du minéral coloré en brun. Ces stries correspondaient à des plans de clivage, donc des plans de faiblesse du minéral. Ouais. Là, ici, il ne s'agit pas de plans de clivage, il s'agit ici de macles. Et les macles, en fait, ce sont des zones d'imbrication de minéraux entre eux.
Et là, effectivement, tu as des macles qu'on qualifie de macles polysynthétiques. Ces minéraux s'imbriquent les uns dans les autres. Ça, c'est ce que j'appelle souvent avec les élèves les macles code-barres. Voilà. Ouais, d'accord. Et vraiment, là, on peut pas passer Ouais. à côté. Et Ouais. c'est la signature d'un minéral qu'on appelle un feldspath. Une macle est une association de cristaux d'un même minéral orientés dans des directions différentes. On observe alors des teintes différentes entre les cristaux de ce minéral. Au total, 3 critères en LPA, la biréfringence, l'angle d'extinction et les macles. Appliquons tous ces critères pour déterminer le nom d'un minéral courant situé au centre de la lame. En LPNA, il est incolore, de forme prismatique allongée, à relief moyen à fort, possédant une série de clivages parallèles au grand axe, sans craquelure, ni pléochroïsme, ni inclusion. En LPA, sa biréfringence présente des couleurs vives de deuxième ordre, mais aussi des teintes de troisième ordre. L'angle d'extinction est subdroit, il ne présente pas de macles. Ce minéral est un mica blanc, la muscovite. Comme pour la géologie de terrain, la détermination des minéraux d'une roche s'appuie sur l'observation. Il va falloir pratiquer et être assidu et persévérant. Ne pas vous arrêter à une seule zone de la lame mince, mais parcourez-la en entier avec méthode. N'hésitez pas à faire des dessins d'observation. Je sais, il y a les caméras numériques, mais cela n'exerce pas votre œil et donc votre cerveau. Un conseil, quand vous avez à déterminer une roche par sa composition minéralogique, complétez cette fiche par exemple. Je mets le lien en description. Un point sur les photos trouvées au niveau des fiches de détermination des minéraux que vous pouvez trouver. Méfiez-vous car ce n'est qu'un aperçu incomplet du minéral. Exemple, l'olivine. Les craquelures ne sont pas bien visibles, on a l'impression de voir deux minéraux. De plus, il est incolore, parfois légèrement jaune verdâtre. Les couleurs de biréfringence ne sont pas complètes puisqu'il faut tourner la lame pour les observer. Ne pas tout miser sur une photo pour déterminer un minéral. Pour cela, bien lire sa description dans le texte. Un livre que je peux vous conseiller pour commencer est l'Atlas de géologie et pétrologie à l'adresse des étudiants en classe préparatoire BCPST des éditions Duno. Cette vidéo n'a comme seule prétention que la détermination des minéraux courants les plus typiques. En effet, il faut aussi déterminer un certain nombre de paramètres optiques et ensuite se plonger dans les tables et descriptions existantes. Seuls quelques experts pétrographes pratiquant le microscope polarisant peuvent être sûrs de leur détermination, même si parfois ils le font avec des réserves. Incroyable! Il est possible maintenant de déterminer une roche sur le terrain de façon non destructive par un spectromètre Raman portable par exemple. Prévoir 20 000 €. Waouh! Dans vos commentaires, dites-moi si vous avez d'autres critères de détermination des minéraux en lame mince. Apprenez et progressez en géologie. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les géologiques. À très bientôt, GF. Un grand merci à toi.